Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Zoo Impérial qui va bientôt sortir en français et je me suis dit que c'est l'occasion de le sortir de ma bibliothèque dans la langue de Shakespeare bien évidemment pour vous le montrer. Donc premier point que je voulais un peu me démoter, c'est cette espèce de version collector que j'ai où on a donc une simili couverture cuir en vert bleu avec une esthétique très rigolote, très dans l'esprit de Warhammer, où on vous fait croire que c'est le rapport d'un certain Theodosius Schreiber qui a été faire 3 expéditions à travers le vieux monde pour découvrir les différentes bêtes qui y rôdent. Alors l'édition collector, comme vous pouvez le voir, est pas si mal. Il y a juste un truc qu'ils ont complètement chié, c'est le découpage des pages. Parce qu'en fait, vous avez peut-être du mal à voir, mais en gros, c'est comme si c'était découpé à la truelle ou dans un carton avec des ciseaux. C'est très très moche. Ils ont corrigé le tir, heureusement, après, avec notamment Winds of Winter et j'imagine Lustria qui va sortir. Ou, donc même si c'était le même type de collector, les bords de page seront dorés. Donc sans plus attendre, on va montrer. Donc comme vous le savez, le Zoo Impérial, c'est l'idée de faire un bestiaire, simplement, pour la V4. Mais vous allez voir, c'est pas exactement ça. En fait, c'est effectivement un bestiaire, mais il y a pas mal de petites choses un peu différentes. Donc comme d'habitude dans la collector, vous avez la couverture officielle, où on voit un géant qui est en train de discuter avec les membres de l'expédition, notamment la naine et Schreiber. Donc voilà, c'est le premier truc qui choque en fait, c'est que le papier est un peu différent. Il a été fait de manière, pas comme du vieux parchemin, mais presque, assez foncé, ce qui est rare quand vous voyez comment c'est fait d'habitude dans les pages où c'est beaucoup plus blanc. Et on a, sans plus attendre, une petite préface avec les fameuses 3 expéditions qu'on va avoir lieu, enregistrées par Theodosius Schreiber et commissionnées par le Zoo Impérial, puisque le Zoo Impérial est à l'origine des expéditions lancées par R. Schreiber. Donc là, la petite nouveauté qu'on a, c'est que pour rendre plus diégétique, disons, le livre, vous allez voir non seulement donc Schreiber va s'entourer, comme tout bon PJ, va s'entourer d'une troupe de bras cassés et de valeureux héros en devenir autour de lui. Donc le premier, c'est Erich, ça va être le dessinateur. Donc c'est lui qui fait les dessins, basiquement. Vous avez une naine qui est une alchimiste et qui comprend un petit peu comment marchent les breuvages et les substances qui peuvent être extraites des créatures qu'ils vont rencontrer. Vous avez un rôdeur elfe des bois, donc un Éonir qui lui va donner, qui est vraiment le chasseur du groupe, et qui va donner des conseils et des astuces sur comment éviter ou au contraire aller trouver les créatures, sachant que lui donne plutôt un point de vue elfique évidemment, fort de son âge, donc du Schreiber dont je parlais. Vassia, c'est un guerrier à moitié kislévite, donc il parle vraiment de comment se battre contre ces créatures. Et dernier et pas des moindres, Kistian, qui est une magicienne de jade, qui va apporter un peu le point de vue des collèges de magie sur toutes les horreurs et les beautés qu'on va rencontrer. Ça c'est très chouette, j'ai beaucoup aimé, vraiment, je trouve que le dessin est absolument magnifique. Et en plus, ça offre vraiment un cachet Warhammeresque, on a une bande complètement délirante entre un tueur, un mercenaire, un dessinateur, une alchimiste et un noble à moitié réprouvé, puisqu'en fait le grand pitch de chacun a sa petite histoire qui va être dévoilée au fur et à mesure du Zoo Impérial. Et le premier, en fait, donc Schreiber, on apprend en fait que c'est pas son nom, qu'il a fui sa famille noble, et c'est lui qui va narrer un peu toute l'expédition. Sans plus attendre, donc nous avons la première expédition qui se situe dans le Talabhacland, donc on est encore dans l'Empire, avec des choses plutôt communes et forestières évidemment. Donc le grand stag, donc le grand cerf, qui va donner un peu la disposition que vous allez avoir sur toutes les descriptions de créatures qu'il y a dans le bouquin, c'est-à-dire qu'on a une belle illustration générale en noir et blanc, l'illustrateur est commun à quasiment tous les dessins, donc on trouve un peu sa patte. On va avoir un descriptif de où trouver la créature, quel est le point de vue de Schreiber dessus, et un indicatif plus simple de qu'est-ce que cette bestiole. Donc grosso modo, quel est le rapport par exemple des habitants, des habitants de Talabheim avec le grand cerf, et comment est-ce que on peut rencontrer ces créatures-là. À chaque fois, vous avez 2 encarts pour les statistiques des créatures. Il y a un profil standard et il y a un profil, disons, pour parler en jeu vidéo, épique, qui va être nommé. C'est-à-dire que ça va être une créature qui va avoir son propre nom, qui est généralement la créature décrite évidemment dans l'encart du bouquin, et qui est plus costaud, beaucoup plus costaud en général que son pendant standard.
À côté de ça, comme vous l'avez vu sur la première page, les personnes qui accompagnent Schreiber ont chacun un sceau qui les représente et qui va illustrer à chaque fois leurs petits desiderata sous la forme de post-it et d'encarts, où chacun va dire un petit peu ce qu'il pense. Donc forcément, la naine va parler, vous pouvez utiliser les cordes de grand cerf pour faire tel breuvage. Le Léonir va parler plutôt du caractère spirituel des grands cerfs. Et ce sera vraiment le même modèle pour chaque créature. Alors peut-être l'un des rares points de règle qu'on a inspiré qui est donné plus en blanc, il n'y en a pas beaucoup dans ce bouquin, c'est un nouveau trait qui s'appelle Grim. Donc Grim, ça veut dire funeste, qui est extrêmement violent. Qui, en gros, il a un compteur, donc ça peut être Grim à 1, 2 ou 3, et ça signifie que la créature ne peut, à moins qu'elle soit dans les pommes, inconsciente ou surprise, il est impossible de lui faire perdre cet avantage. Et cet avantage, il y a aussi enchevêtré. Cet avantage, en fait, dit que simplement, la créature ne descend jamais en dessous du niveau de son rating de Grim en avantage. Donc ça veut dire clairement que cette créature ne peut jamais avoir en dessous de 1 point d'avantage. Et cet avantage, généralement, on peut l'utiliser pour taper plus fort ou pour ses jets, mais surtout quelque chose qu'on peut utiliser pour activer tous les rounds des capacités spéciales. Parce que je rappelle que les créatures, contrairement aux PJ, ont pas mal de pouvoirs qui sont utilisables à l'envie pour des avantages. Donc des hurlements, des jets d'acide, j'en passe, et des meilleurs, ou un coup de corde. C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser leurs armes naturelles en l'échange d'un point d'avantage. Donc vous voyez à quel point ça peut être extrêmement violent et extrêmement dense. Et très honnêtement, il y a beaucoup de créatures là-dedans qui peuvent faire l'objet d'une grande aventure, voire d'une campagne, mais vous ne pouvez pas utiliser ce bouquin. Et ça, je ne peux pas être aussi clair. Vous ne pouvez pas utiliser ce livre comme un bestiaire standard à donjon, ou même celui de Warhammer 2. Là, c'est vraiment pas possible. On passe sur les araignées parce que j'aime pas les araignées, donc je vais passer vite fait. On a évidemment nos petits amis les gobelins des forêts qui adorent utiliser les araignées pour se déplacer, avec un peu des profils. On notera aussi la présence des quelques miracles des gobelins de forêt qui vénèrent les dieux araignées. Il y aura aussi des gobelins nocturnes après. Sachez qu'il y a un bouquin, Cubicle 7, je le rappelle, a prévu de faire un livre sur les peaux vertes, qui sortira, on ne sait pas quand, parce qu'ils ont un agenda assez chargé, mais j'espère pour 2024, ce serait bien. Les grands loups, je vais passer. Encore une fois, je veux dire, l'un des grands intérêts du bouquin, c'est pas les stats, c'est vraiment lire le petit texte, c'est très sympa. Et puis les recommandations des compagnons de Schreiber. Les Razorgore. Voilà, c'est pas une vidéo où je vais être hyper descriptif parce que je pense que les illustrations parlent d'elles-mêmes et ça vous donnera plus, je pense, envie d'acheter le bouquin qu'autre chose. Il y a vraiment beaucoup de saloperies et c'est extrêmement costaud parce qu'il y a énormément de créatures qui font 2 mètres de haut bas. On a un autre trait carré, c'est Burrow, donc c'est s'enfouir sous la terre, qui, comme vous l'estimez, est extrêmement violent, qui permet à la créature de passer sous la terre et après de ressortir pour vous bouffer la gueule. Charmant. Les Rhinox, bien évidemment. On noterait qu'il y a quelques illustrations qui sont en couleur. Alors, je ne sais pas si c'est des vieilles illustrations en général ou un peu différentes. On a un magnifique Squig avec des petits champignons à la surface de sa tête. Et bien sûr les Night Goblins, qui sont la grande tradition warhammeresque, tout moche, avec leurs petites capuches. Donc ils ont un peu plus de texte que les autres, mais c'est assez succinct. Donc partez toujours ce qu'il y a quasiment que 2 pages par créature. Les dragons, je ne vais même pas en parler, tellement c'est assez violent et vous verrez un peu le délire proposé. Les wyverns. On revient, donc je pense que c'est un peu le lien qu'il y avait avec la couverture, où si vous vous rappelez, c'était un géant qui était en train de boire de la bière avec les membres de l'expédition. Où on vous donne un peu Des fois il y a ça en fait, des fois le texte prend la part sur le descriptif de la créature et on vous raconte comment l'expédition se passe. C'est assez chouette, encore une fois, je pense que c'est vraiment pour moi c'est plus un beau livre que vraiment autre chose. Même si bien sûr il y a du texte, enfin il y a des statistiques et autres, mais bon voilà, ça reste quand même assez succinct, j'ai envie de dire. Et on a donc la conclusion, le coda de la première expédition, où on laisse en présager qu'il se passe des choses un peu bizarres, notamment les rencontres de curieux mutants à tête de rat. Et là, on a une superbe illustration d'une chose rat, avec des créatures du clan Mulder. Et qu'est-ce qui va se passer
Ensuite, donc nous arrivons sur la seconde expédition où, encore une fois, les gentils mécènes du zoo impérial et du bestiaire du collège impérial disent maintenant vous allez en Brétonie. Et la Brétonie, c'est pas forcément mieux. Donc on se retrouve avec des amibes, grand classique du jeu de rôle, grand classique de Donjons et Dragons, des amphis bénéas. Donc je connais pas trop. Encore une fois, je suis pas un grand expert de Warhammer non plus. Les trolls des rivières. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est pas mal parce que ils changent vraiment au niveau des compagnons qui donnent des descriptions sur les bestioles. Les caméléoliches, qui sont des mélanges entre des sangsues capables de se fondre dans leur environnement. Les Fenworm, bon vieux dragon gigantesque, tant qu'à faire. La Brétonie, ça donne vraiment pas envie. Et des fois, on a ça aussi. C'est pas tellement une créature en elle-même que vous pouvez utiliser de manière générique, mais c'est une sorte de monstre unique. Et là, on a le déchiqueteur de corps du Carroburg, qui est assez violent, de ce que je vois. Il a 84 PV, 84 blessures et pas mal de saloperies. Il a Grim, évidemment, parce que c'est pas drôle sinon. Les Pegasus sombres, une espèce de belle horreur. Et les Night Raven, où là, on a... Ça, c'est un grand classique de la V4, c'est que la V4... donc Cubicle 7 a renouvelé son deal avec Games Workshop et donc a toujours bossé en partenariat avec Games Workshop pour savoir ce qui était autorisé, ce qui n'était pas autorisé à faire dans la continuité de l'histoire et du canon, on va dire. Mais à côté de ça, ils sont aussi axés, ils sont capables de taper. Là, je reconnais des vieilles illustrations des vieilles Warhammer Battle ou des éditions précédentes. Et c'est plutôt bien foutu et je trouve que c'est fait avec beaucoup de respect en règle générale. Préton, vous voyez la gueule du truc, vous n'avez même pas envie de vous approcher. Donc les grands raptors, il y a un vrai effort quand même des mises en page, je trouve, dans ce bouquin. Et c'est encore une fois pour moi plus un bouquin qui est attirant visuellement qu'autre chose. Donc on a vraiment toute la galerie. Au final, pour un bouquin qui n'est pas si énorme que ça, il y a quand même beaucoup de... Ça tasse beaucoup de genres de créatures. Alors bien évidemment, il n'y a quasiment pas de morts-vivants, très peu de morts-vivants, il n'y a pas de démons. Parce que c'est pas le but du bouquin, en fait. Le but du bouquin, c'est vraiment des bêtes dans le sens flore et faune, et surtout la faune. Et à chaque fois, l'intrigue explique un peu ce qui se passe, comment ça change, et c'est assez touchant si vous lisez vraiment tout, de voir comment la relation entre les personnages évolue. Et l'illustration que je trouve absolument magnifique sur des change-formes, en fait, qui ne sont pas les fils d'Ulrich, mais clairement des lycanthropes absolument dégueulasses, avec les deux. C'est génial, on dirait du Bloodborne. Et nous arrivons enfin sur la troisième expédition, qui, elle, se situe en Tillé, où on va avoir les choses les plus exotiques du bouquin, qui est déjà assez exotique par endroits. Donc un grand taureau horrible, modifié par le chaos. Il y a bien évidemment pas mal de petites... Des fois, il n'y a pas d'illustration non plus, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le but. Un stégadon, si vous voulez, si vous aimez bien les dinosaures et vous préparez l'anstygie. Voilà, on arrive sur les carnosaures aussi, qui sont, je pense, importés... d'autres régions, un peu plus exotiques, on va dire. Les gros chats sauvages. Et ça, j'aime beaucoup. C'est Hippotente Granchio. C'est littéralement une espèce d'immense crabe qui s'est logé, moitié Bernard-Lamite, moitié crabe, qui s'est logé dans un navire. C'est vraiment chouette. Ils appellent ça les Léviathans. Ça, c'est absolument dingue au niveau du design. Alors, comment utiliser ça, je sais pas trop. Sirène, mon classique. Berwyn, qui est un gros ver très vénère. Star Dragon. Et enfin, on arrive sur la fin où il y a un mort-vivant effectivement qu'on rencontre, et c'est comment l'expédition prend fin de manière assez tragique avec la mort, notamment d'une personne dont était tombée amoureuse Schreiber. C'est une sorte assez triste en fait épilogue de cette histoire, avec encore une fois des prototypes du clan Scryer et quelques éléments sur qu'est-ce que la spécificité du clan Scryer au niveau de son équipement. C'est la grande tradition de Warhammer, et surtout de la Warhammer V4. Il y a beaucoup de choses qui sont éparpillées dans pas mal de suppléments, ce qui peut être un peu rageant des fois, parce que techniquement, si vous voulez jouer du Skaven, vous allez devoir acheter le supplément, le compagnon du Racornu numéro 4. Donc le du Racornu, qui est le volume 4 de la campagne impériale. Mais là, vous avez encore des éléments, donc c'est un peu disparate, disons. Et enfin, on arrive sur une partie qui est assez conséquente en fait, du bouquin, c'est bien une 50aine de pages, c'est les appendices. Où là, je trouve que le bouquin tire un peu son épingle du jeu. Là, on aurait pu avoir un bestiaire assez simple. On se retrouve avec un descriptif de savoir comment transformer ce qui devrait être une bête chasse aux monstres en véritable campagne ou scénario. Donc, on vous explique comment
créer par exemple un patron ou quelqu'un qui souhaite acheter tuer cette créature, ou récupérer en tout cas un élément sur elle, comme une corde, de la peau, que sais-je, de la bile. On vous explique comment vous pouvez commencer à faire ça, et comment potentiellement vous faire payer, combien ça coûte, et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Et après, tout est expliqué pour vraiment... Voilà, vous avez littéralement tout un tableau qui vous dit potentiellement la difficulté de trouver une créature, qu'est-ce que les gens vont rechercher sur cette créature, et en tout cas le poids, la dangerosité forcément de la créature en question. On vous explique comment préserver les choses, vos trophées, parce que vous avez capturé la créature. Et il y a pas mal de choses, donc comment trouver quelqu'un, comment faire des pensions. Et là, on arrive à nouveau sur un bon vieux classique, comme les poisons que vous pouvez fabriquer, les antidotes, bien évidemment, et toutes les concoctions assez utiles qui peuvent être faites à partir de là. Il y a des trucs assez costauds, j'avoue. Il y a des trucs très, très, très bizarres qui vous permettent, par exemple, d'avoir le sang-froid, de développer certaines compétences temporaires de monstres. Il y a beaucoup de choses assez sympathiques, je vais pas toutes les énumérer, mais bon, pour quelqu'un qui est un aficionado de ces choses-là, d'avoir un inventaire de choses et créatures, ça peut être utile. Sachant que je rappelle, il y a beaucoup de potions déjà dans Winds of Magic, la 4e édition, donc ne l'achetez peut-être pas pour ça vaut clairement pas le coup. Et fabriquer certaines armures et armes à partir des créatures. On arrive, voilà, c'est pas extrêmement ouf dingo, bien sûr, mais on a aussi des vêtements et éventuellement des choses un peu bizarres. Et on arrive sur la fin de l'aventure de R. Schreiber, qui va décrire comment chacun se sépare du groupe après la mort de la magicienne de Jade, et lui va finalement reprendre le titre de noblesse qu'il avait fourvoyé il y a quelques années. Donc ça c'est chouette, vraiment, c'est un bouquin où je suis allé un petit peu, bon ok, c'est un bestiaire, machin truc, et ce que j'ai préféré quasiment, c'est lire l'histoire de Schreiber et de ses potes qui sont allés faire ces expéditions, justement, pour comprendre un peu. Là, vous avez sur 2 pages des petites amorces, en gros, pour savoir comment lancer une expédition, comment créer une campagne ou un scénario basé uniquement sur une expédition, avec bien sûr, souvent, c'est le zoo impérial qui va faire office de patron, mais pourquoi pas. Et grand classique de cette 4e édition, la majorité des PNJ qui sont situés dans le bouquin sont potentiellement jouables, donc on les a transformés en petits personnages préfabriqués que vous pouvez donner à vos joueurs si vous souhaitez. Le groupe en lui-même était quand même assez équilibré, et ça peut être assez chouette si jamais vous voulez vous lancer là-dedans. Quoique, si vous faites en général, les gens préfèrent créer leur bonhomme, et pour de l'initiation, la boîte de base est très très bien, il y a tout ce qu'il faut, donc on ne peut pas envoyer directement vos joueurs au casse-pipe contre un dragon, contre une cocatride ou une des autres horreurs que je vous ai montrées dans ce bouquin. On finit avec un récapitulatif de tous les traits de créatures et de ce qu'ils font, qui est ma foi très 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 pratique, très 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 bonne idée. Genre j'aimerais bien qu'ils fassent juste ça en forme de PDF à 5 balles avec toutes les tables possibles, ce serait absolument génial. Et on finit avec un index ainsi qu'une table qui montre l'échelle de toutes les créatures, un peu à la Cthulhu. Je pense que c'est un immense hommage à Cthulhu d'ailleurs. Ce bon vieux Cthulhu. On finit par les pubs comme il en faut. Et c'est à peu près tout. Donc voilà. Alors, que penser de ce zoo impérial ? Alors, si vous avez envie d'avoir un bestiaire, vous pouvez y aller. Mais je ne peux pas vous affirmer qu'il soit aussi intéressant que celui de la V2. Le bestiaire du Vieux Monde dans la 2e édition était beaucoup plus dense, concis et intéressant en matière d'éventail qu'il offrait. Là, c'est plus proscrit, c'est des bestioles. Essentiellement, il y a un tout petit peu de scaven et il y a une poignée de morts vivants, mais c'est essentiellement des bêtes sauvages. C'est un beau livre, c'est un coffee book comme diraient les Américains, quelque chose qu'on pose sur la table, qu'on lit une fois et auquel on ne touche plus. Ça peut être très plaisant pour un MJ d'acheter ça, mais on frôle un petit peu quand même la collectionnite. Si vous avez vraiment l'idée de faire une campagne ou au moins des scénarios qui sont tournés vers l'exploration du Vieux Monde, que vous avez des chasseurs dans le groupe ou des gens qui sont plutôt habitués à aller sur les routes, ça peut être quand même assez intéressant. Parce que ça décrit un monde auquel on n'est pas forcément habitué, qui est à la frontière entre les rôdeurs et les chasseurs de primes, les rôdeurs et les érudits, et ça fait un cocktail assez détonnant. Donc s'il fallait vraiment que je donne une note,
je dirais peut-être un 6, un 7 sur 10, quoi, concrètement. C'est pas indispensable. C'est pas un bouquin comme Winds of Magic, où si vous êtes un magicien, vous avez besoin de l'avoir. Il n'y a pas de règles qui vont vous changer. Ça va pas révolutionner non plus le setting de Warhammer, dans le sens où la majorité des bestioles que vous avez là sont citées ou étudiées quelque part autre dans le bouquin, ou enfin dans la campagne, enfin dans la gamme, dans le bouquin de base ou ailleurs. Et si vous êtes un expert en plus de Warhammer Battle, bah voilà, vous allez un peu rire. Mais je pense que pour tous les autres, donc pour les initiés ou pour les gens qui veulent juste acheter un beau bouquin et se plonger dans une histoire du vieux monde qui nous est racontée à travers des expéditions qui tournent très très mal, ça peut valoir le coup. Et le prenez pas en édition collector par exemple, parce que si c'est comme ça, c'est pas terrible. Mais c'est franchement, je crois qu'il coûtait 20 balles, le prix officiel c'était 20 balles ou 30 balles, je sais plus, sur Chemical 7. Honnêtement, ça les vaut. Encore une fois, c'est un ouvrage que je peux vous conseiller dans la gamme si vous êtes MJ ou si vous êtes joueur et que vous avez un petit peu envie de laisser traîner vos yeux sur ces illustrations magnifiques et sur un bouquin qui est assez unique et exotique. Voilà. À plus tard.